LVI et IM Productions présentent Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on parle avec deux compositeurs de musique à l'image, Baptiste Charvet et Benjamin Grossman. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Studio. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités d'exception puisqu'il s'agit de deux compositeurs de musique à l'image, Baptiste Charvet et Benjamin Grossman. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Comme vous l'avez vu, on est dans le studio Saint-Maur, le studio de Baptiste Charvet qui nous a gentiment invités. Merci à Baptiste. Je t'en prie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer un peu qui vous êtes, votre parcours ? Donc, je suis compositeur de musique de film. Je suis arrivé à la musique de film par la musique normale. J'ai fait du piano, des études de piano, le conservatoire de piano. Et après, j'ai fait une école de cinéma. Parce que quand j'ai voulu faire de la musique de film, il n'y avait pas de classe de musique de film. D'accord. Sauf des trucs très compliqués avec des orchestrateurs trop chelous. Okay. Et ça ne me branchait pas. Je voulais que ce soit un peu autodidacte. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de musique classique. Après, j'ai fait une école de cinéma et plutôt partie son ISTS. Et en mélangeant tout ça, j'ai pu devenir compositeur de musique de film, avec une grosse place au côté autodidacte. D'accord. Mais tu savais directement que tu voulais être... Depuis que j'ai 15 ans, je sais que je fais de la musique de film. film. Direct, ok. Ouais, depuis que j'ai 15 ans, il n'y a aucun doute. En fait, mon père était aussi musicien et compositeur de musique de film. D'accord. Et pas très connu, mais il a fait de très belles choses. Donc j'avais des synthés à la maison, j'avais le droit à des super synthés ouais, depuis que j'ai 15 ans. Et donc, des vieilleries, mais aujourd'hui, on trouve ça vachement bien, je les ai plus, c'est dommage. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, je vais composer et il y aura de l'image dessus. Je sais pas comment c'est intéressant ça, comment j'ai su que ce serait avec de l'image. C'est arrivé hyper vite, et je sais pas comment j'ai su que ce serait avec de l'image. Parce que du coup, ça me donne envie de te poser une question, c'est en fait, quand est-ce que la première fois, t'as mis de la musique, mais sur des images? C'était exactement ça, parce que du coup, comme tu me racontais qu'en fait, c'était un truc qui était un cheminement long, c'est quoi le moment où t'as fait ça, la première fois que t'as vraiment mis ta musique sur des images? Parce que je ne le sais pas, hein. C'est pas pour vous que je pose cette question, c'est absolument pour moi. Justement, c'est bien. C'est l'image qui est venue sur ta musique. Parce que du coup, Non, c'est quand j'ai ces courts-métrages. Quand je faisais mon école de cinéma, j'avais des potes réalisateurs qui ont fait des films, et évidemment, quand ils m'ont dit ils font leur cours de première année, je me suis fait je fais la musique de ton cours de première année, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est vraiment là les premières musiques. D'accord. De films. Incroyable. Et toi, du coup, Benjamin ? Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas touché un instrument de musique avant 17 ans. D'accord. Je suis dans une famille de banquiers et il n'y a pas de musiciens dans la famille. Et moi, c'est arrivé du jour au lendemain. J'ai vu le film De battre, mon cœur s'est arrêté. Et le lendemain, je me suis dit, ok, j'ai trop envie de faire du piano. Donc, j'ai commencé à faire du piano tout seul. Là, j'ai découvert déjà ma première passion qui était pour jouer. Et j'ai commencé à composer, mais je ne savais pas trop quoi, mais j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé mes études de maths en parallèle. Et un peu comme toi, j'avais des amis qui, eux, étaient en fac de cinéma. Un de mes amis a pris une de mes compos, l'a mis dans son film. Et il m'a dit, écoute, j'ai des trous partout. Est-ce que tu peux compléter, quoi ? Et là, franchement, énorme claque. J'ai découvert, pour le coup, vraiment, ma deuxième plus grosse passion, c'était de vraiment faire de la musique sur les images et vraiment de rentrer dans le cerveau des auteurs, autrices, et d'essayer de faire de la musique dans leur point de vue pour raconter l'histoire de leur film, quoi. Et après, j'ai réussi à rebifurquer vers 21 ans où je suis devenu un peu cinglé, je suis rentré dans 7 conservatoires en même temps parce que j'avais un petit syndrome de l'imposteur. Moi, je voulais tout faire en même temps, j'étais un peu complexé. Okay. Et donc, je suis rentré au conservatoire en piano. Et sauf qu'il y a eu un petit test de solfège, donc je savais pas lire. Donc j'ai été en dernier cycle en piano et puis en premier cycle avec des enfants de 12 ans en solfège. J'avais les genoux qui cognaient sur la table, mais c'était très très sympa. Et j'ai adoré. Et après, donc j'ai mélangé, un peu comme Baptiste, beaucoup d'expériences autodidactes, parce que j'avais quand même fait vraiment longtemps tout seul. Et après, le bagage classique, orchestration, analyse, contrepoint, direction d'orchestre, direction de chœur. J'ai vraiment fait tout ce qui était possible
parce que je me sentais pas légitime jusqu'à ce qu'en fait, à un moment donné, j'avais fait vraiment le tour. Je me suis un peu calmé sur les études. Mec, voilà. C'est tellement plus stylé ta présentation. Je vais la refaire. Ouais, alors moi, je voulais être chimiste et tout d'un coup, j'ai été frappé par un rêve où j'étais là en train de diriger un orchestre et tout d'un coup, je me suis fait, ce sera la musique de film et ma grand-mère est apparue, elle m'a dit, je vais t'enseigner la musique et après, j'ai eu un Oscar. Et bah, tu sais, tu connais Borodine, grand compositeur de musique classique, et il était chimiste. C'est extraordinaire. Papy Borodine. C'est dingue. Après, j'ai oublié de dire que mon arrière-grand-mère est une super compositrice. Ah oui, donc c'est dans ta famille depuis des générations. Alors, il dit une grande compositrice, elle est carrément dans les livres d'histoire de la musique. Hein. Juste, enfin, c'est... Est-ce qu'on peut dire son nom ou pas? Ouais, alors attends, je te refais une phrase bien. C'est autodidacte, oui, mais j'ai quand même aussi mon arrière-grand-mère qui s'appelle Mel Bonis. Et Mel Bonis, aujourd'hui, c'est juste une des compositrices classiques les plus folles du moment. Elle était contemporaine de Debussy et tout ça. Et en fait, ils ont des écrits, ils s'écrivaient ensemble, cher Mélanie, cher Claude, enfin des trucs, tu fais, ouais, ok, pas mal. Et elle écrivait ses petites symphonies dans sa maison de campagne, sur la table, tranquille, en élevant les 5 enfants. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé écouter ça joué par l'Orchestre National de France et tu fais, ouais, ça joue bien. Donc peut-être qu'elle m'a un peu inspiré. Ah oui, donc c'est dans ton peut-être ADN, un peu pour ça aussi que je fais ce métier. Forcément, oui, il y a de ça. Donc ça m'amène à une autre question. Vous avez dit que vous êtes compositeur de musique à l'image. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas votre métier? Qu'est-ce que vous faites réellement? Waouh, elle est bien cette question. Bah franchement, non, c'est hyper intéressant de dire à l'image parce que on a deux parcours assez différents avec Baptiste qui a fait beaucoup plus d'images que moi. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de musique tout court pour plein de médias jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse un gros virage il y a 3-4 ans. Mais c'est vrai qu'on est des compositeurs. Et après, effectivement, on se lance, on se dit on va faire de la musique de film. Ouais. Mais c'est pas on se dit on va faire de la musique de film et hop, il y a un film qui arrive, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, faire de la musique à l'image, c'est accepter de faire de la musique qui est pas pour soi, quoi. Qui est vraiment pour servir un propos, une histoire, une émotion, une esthétique particulière. Donc c'est ce que je trouve moi extraordinaire dans ce métier, c'est de réussir à trouver l'esthétique d'un film qui n'est que dans ce film-là et qui appartient un peu à ce que veut raconter l'auteur ou l'autrice du film. J'ai un exemple incroyable pour ça. Baptiste, il vient de composer un truc là qui s'appelle la musique pour un documentaire qui s'appelle Les Fossoyeurs, qui, je vous recommande, c'est une musique qui est hyper touchante et qui, je n'ai jamais fait un truc pareil et j'ai jamais entendu un truc pareil et c'est exactement, non mais c'est exactement quelque chose qui vient pas spécialement de Baptiste ou du réal ou du film. C'est un truc que Baptiste il a une sensibilité de dingue et ça fait qu'il va créer quelque chose qui va faire x10 en émotion quand on regarde le film. Pas parce que la musique elle est magnifique, pas parce que c'est un super compositeur, pas parce que c'est exactement la bonne musique pour ce projet-là. Au-delà du fait que la musique est évidemment hyper belle et qu'elle est très très bien faite, mais ça c'est une étape. Si on prend une musique hyper belle et qu'on la met dans le mauvais film, ça ressemble à rien. C'est vraiment ce truc-là que je trouve dingue, le truc précis pour un projet précis. En fait, tu as hyper bien décrit ce que c'est, et je crois que le plus important, c'est surtout de se dire que, là, c'est ma vision, mais je suis sûr qu'on la partage, c'est que la musique à l'image, en fait, c'est une musique qui est inspirée par l'image. Ouais. C'est quand même ça la base du truc. C'est que, non, pas forcément, t'es pas d'accord? Je trouve ça hyper intéressant. Je te moi, laisse en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand je compose une musique de film, je peux échanger autour du film, autour d'idées, autour on peut avoir des refs avec le réalisateur ou la réalisatrice. On se dit ouais, on peut aller là, très bien. Ça m'inspire. Je vais faire de la musique. C'est elle qui va fonctionner. Quand même, c'est une fois qu'il y a des images et que je vois un pré-montage. Et là, tout d'un coup, ça nourrit des idées, ça nourrit la musique, ça nourrit l'instrumentation, ça nourrit où est-ce qu'on va aller. Ça ne veut pas dire que la musique que je fais sur cette séquence-là, elle va se retrouver à la fin sur cette séquence-là. Mais c'est quand même le package visuel, c'est quand même ce que je vois qui, à un moment, me guide vraiment. Ça, c'est quand même 90% du temps comme ça. Okay. Et il y a 10% où non, on n'a pas pu voir les images avant, et ça va quand même marcher quand tu vas les mettre sur le film. Mais, donc la musique de film, c'est quand même
Déjà, c'est rarement faire un morceau de musique, genre comme on les connaît. C'est pas couplet, refrain, pont, refrain, refrain. C'est ok, bah là, il y a une séquence qui va durer tel minutage, 1, 2, 3, 4 minutes. Il y a des moments forts, il y a des moments pas forts, et en fait, on passe notre temps à suivre ce que l'image nous raconte. Donc, en fait, on est extrêmement asservi, on est des suiveurs de quelque chose. En même temps, il faut qu'on raconte ce qu'on voit à l'image en mieux, en pas trop littéral, parce que ça, c'est pas très intéressant. Quand les gens pleurent, si tu fais une musique qui pleure, c'est pas ça. Donc, il faut essayer de nous transposer un peu au-dessus, voir un autre point de vue, mais qui accompagne. Donc, c'est musique, composer de la musique de film, s'il fallait résumer pour moi. C'est inspiré par l'image, pas mal asservi par la situation de la séquence sur laquelle tu travailles, et essayer de trouver un troisième regard entre le regard du réalisateur et de l'auteur, et nous, on a le regard du compositeur. Il y a 2 choses pour moi. Pareil, c'est hyper personnel. Comme je disais tout à l'heure, la musique à l'image, c'est quelque chose qui doit faire que le film marche mieux et donne des émotions nouvelles qu'on n'avait pas sans la musique, qui raconte autre chose, donc qui doit vraiment exactement aller avec l'image. Mais c'est vrai que l'inspiration... pour moi, il y a 2 étapes. Il y a le moment où on crée quelque chose qui est complètement dans notre cerveau et qui est de la matière musicale, une palette, un morceau, un thème, une texture. Et ça, je trouve que... Et c'est hyper personnel. Moi, je vais être très, très, très inspiré, beaucoup plus en parlant avec la personne qui va faire les images, donc l'auteur ou l'autrice, que par directement les images. Moi, je vais vraiment faire 2 temps différents. Et là, j'ai une chance exceptionnelle. Là, je suis en train de travailler sur un long métrage pour le cinéma qui s'appelle La guerre des prix. Et le réalisateur, j'ai eu la chance d'avoir sa confiance avant le tournage. Et donc, il s'appelle Anthony Deschaux. Merci à lui. Et donc, on a fait de la musique sur le scénario. Ça veut dire qu'en fait, on a travaillé sur qu'est-ce qu'il veut raconter, comment il veut le raconter, quelle couleur il allait avoir dans le film, comment il allait poser sa caméra, mais sans que j'ai rien vu. Et j'ai commencé à envoyer des musiques à la monteuse pendant le tournage sans jamais rien avoir vu. Là, mardi prochain, je vais voir pour la première fois le film et j'ai déjà fait 6, 7, 8 musiques qui sont partout dans le film, mais j'ai pas encore vu une seule image. C'est fou, d'accord. En revanche, là où je rejoins Baptiste, c'est que notre métier de compositeur de musique de film, il commence vraiment quand on se retrouve devant les images et que là, le coup près tombe. C'est-à-dire, déjà, il y a des musiques qu'on s'imaginait, ça marche pas du tout. Il y a des musiques qu'on imaginait exactement comme tu as dit à un endroit et finalement on les met ailleurs. C'est extraordinaire. C'est fou. Donc ça, c'est la première étape. Mais après, il y a le truc énorme, mais genre qui est vraiment que les gens savent pas, qui font pas de la musique de film, c'est qu'en fait, on fait que du cousu humain. C'est-à-dire que chaque truc à la seconde près va bouger, on va nous refaire un plan. En fait, finalement, la porte va être claquée 2 secondes plus tôt. Il faut refaire intégralement le morceau parce qu'en fait, on peut pas juste enlever un bout au milieu et ça va marcher, quoi. Ouais, ça fait pas du tout ça, quoi. Donc, on va être tout le temps en train de tricoter. Et donc, effectivement, il y a ce truc-là dont tu parlais que j'adore, c'est qu'en fait, on est que des suiveurs. C'est-à-dire que on va, même pour parler un petit peu technique, moi, j'ai une passion marqueur. Ça veut dire que sur ma session, sur une scène, je vais avoir... Passion marqueur. Je vais avoir, genre, une scène de 2 minutes et je vais avoir 16 marqueurs. Je vais avoir, genre, sourire, gros plan, regard, porte, etc. Et effectivement, évidemment, le but, c'est pas de faire un film Mickey Mouse où, genre, dès qu'il y a un mouvement, il y a une note. Mais par contre, l'émotion dont tu parlais, effectivement, notre job, c'est de suivre la vague, que ça monte quand il y a besoin que ça monte, etc. Et donc, il y a cette dualité-là qui est vraiment très intéressante pour moi, de composer hyper librement, quand on peut, hein, parce qu'il y a des fois, juste, c'est impossible. Il y a des fois, on reçoit le film, il faut faire la musique pendant 2 semaines, et du coup, on va pas genre commencer à faire « j'aimerais bien imaginer du piano comme ça ». Donc, il y a pas ça. Mais j'adore la dualité, moi, de composer vraiment dans ce que j'ai beaucoup adoré faire dans la musique de podcast, c'est qu'en fait, on est sur une phrase, un thème. J'ai fait pas mal de musique de podcast où en fait, on me donnait juste ça va être le thème du podcast. Je trouvais un générique jusqu'à ce que ça soit le bon générique. Et en fait, c'est une idée, c'est un concept, c'est pas synchronisé spécialement une image. Oui, ok. Et donc, c'est cette dualité-là qui est hyper intéressante dans la musique des films. Sur la synchro, ou est-ce que c'est composé exactement comme tu le décris avec les marqueurs et il faut tout suivre, c'est vrai, c'est quand même ça globalement qu'on nous demande. Moi, je suis un peu plus flemmard que toi et j'essaye tant que je peux, dès que je peux, quand même d'avoir vraiment une musique qui est inspirée pour cette scène, que je fais évoluer comme je le ressens autour de la scène.
Et je suis un peu moins dans la précision absolue. Alors, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais ça marche souvent. Et je trouve que ça permet de garder un tout petit peu plus de ton envie de création du début, de ton thème de début, de ce que tu as vraiment ressenti. Et c'est vrai qu'à partir du moment où quand même on te remonte le film 20 fois et que toi tu dois commencer à aller, ok, c'était génial, mon thème il était sur 12 mesures, mais là en fait on m'a monté le film et en fait j'ai plus que 10 mesures 43. Faire rentrer la même chose en 10 mesures 43, là tu deviens expert ciseaux et réécriture. Et ça c'est une partie du boulot que les gens ne peuvent pas imaginer, c'est qu'on a des belles idées au début et que derrière, faut les faire rentrer dans un entonnoir de dingue et qu'à la fin ce sera bien, mais moi, j'ai toujours l'impression que ce qui était mieux, c'était la première idée. C'était la plus belle musicalement. Par contre, ce qui marche mieux avec le film, c'est ce que tu as travaillé, retravaillé. Et donc, on en revient au côté asservi vachement, tu vois, inspiré et asservi. Bien sûr. Donc, c'est vraiment, la musique à l'image, c'est vraiment parce qu'il y a de l'image. Je remets toujours la base de quoi parle-t-on. Oui. Donc, c'est intéressant aussi parce que vous disiez que vous travaillez en étroite collaboration avec les réalisateurs, forcément pour les films, j'imagine. Absolument. Et du coup, il y a ce côté où il faut aussi comprendre le réal, exactement ce qu'il veut. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des fois, ça se passe hyper facilement parce que humainement, tu sais pas pourquoi, on s'aime déjà et on aime les mêmes choses. Et là, tu fais, alors là, le réalisateur ou la réalisatrice qui est avec toi, tu fais, ça va être super cool, ça va être super facile et on se comprend, c'est fluide. Tu as des réalisateurs qui savent pas ce qu'ils veulent du tout. Donc, c'est à toi d'aller comprendre leur envie et leurs besoins, leur sensibilité quand eux-mêmes ne la connaissent pas. Donc, ça, c'est une partie psy de notre métier qui est hyper galère. Pas galère, qui est complexe, qui est intéressante, mais qui est quand même compliquée, c'est-à-dire que tu aimerais que ce soit plus fluide. Et donc, c'est une partie où on doit vraiment comprendre la personne, lui poser des questions, savoir ce qu'elle aime, faire des essais avec la personne. Les termes aussi sont différents, j'imagine. Les termes, nous, on est des traducteurs, pour le coup, je sais pas si tu es d'accord, mais on est des traducteurs-interprètes, c'est-à-dire les gens te disent « Ouais, en fait... moi, j'aimerais bien quand même que dans mon film, on ressente que, tu vois, quand elle avait 5 ans et demi, mon personnage, dans sa vie d'avant, elle aimait pas les choux, quoi. Ok, donc là, tu es en train de te dire, elle aimait pas les choux. En fait, ok, il faut quand même comprendre que cette nana qui est lumineuse aujourd'hui, elle a un tout petit peu de spleen en elle. Et toi, donc, tu te dis, d'accord, ce que tu veux, c'est qu'elle ait un peu de spleen, mais qu'on reste quand même sur une thématique qui avance et qui est en avant. Ouais, c'est ça. Voilà, elle aimait pas les choux. C'est ça notre métier aussi, de traduire ça. J'aime bien ça, le mot traducteur. Il y a un moment donné où moi j'ai été complètement passionné de psychologie. Donc dans l'intervalle musique, maths, à un moment donné je me suis farci beaucoup de livres de psychologie parce que je pensais que je voulais devenir psychiatre aussi à un moment donné. Donc j'étais devenu dingue de ce truc-là. Et le mélange musique et cerveau, je pense que c'est vraiment la clé de la composition. C'est effectivement d'être capable, comme tu disais, de poser des questions et de faire accoucher à la réalisatrice ou au réalisateur la raison profonde du pourquoi tel film, telle scène, telle émotion. Et effectivement, après, il faut traduire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas spécialement plus simple pour nous de parler avec des gens qui sont musiciens. Parfois, c'est même très, très difficile. C'est intéressant. J'ai eu les deux cas. J'ai fait 2 ans de batterie quand j'avais 6 ans et demi et du coup, je t'explique la vie. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais on peut faire avec, en fait, parce que c'est quand même, globalement, des gens, ils sont là, ils veulent juste nous exprimer leurs émotions, donc il faut tout accepter. Mais c'est vrai que je trouve ça assez passionnant, le côté psychologique, de vraiment réussir... moi, je dis que j'aime bien rentrer dans la peau des gens et de faire infuser ma musique dans leur histoire, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis une main, j'écris, mais c'est leurs mots, en fait. Et je trouve ça assez chouette. C'est hyper intéressant. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas imposer notre musique à un réal. Tu peux pas. Tu peux pas imposer ta vision si c'est pas la sienne. Ça marche pas. Donc, on est vraiment dans cette relation. Il faut... En fait, ton ego, tu le garderas pour un autre moment. Pour un autre métier. Hein. Pour un autre métier, même, à la rigueur. Ouais, carrément. Et tu es vraiment... Si tu sais que tu as raison, mais que ton réal pense que tu as tort, tu as tort. Et donc, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, et les contraintes, ça fait accoucher des musiques qu'on n'aurait pas faites naturellement. On sort de nos zones de confort. Et c'est comme ça que tu crées des musiques, en fait, qui parfois
que tu n'aurais jamais imaginé créer, et alors que tu as envie de faire une sérénade à cordes, et tu te retrouves à faire tout avec que des claviers et avec tout en ternaire, challenge, quoi. Alors que tu pensais vraiment quelque chose de très joli, très simple, en 4/4 avec des cordes. Et ben non, ça t'amène, c'est un challenge, c'est à chaque fois trouver qu'est-ce qui va fonctionner, et il faut quand même que ça te ressemble. Et c'est là c'est un point où moi je fais beaucoup de musique de documentaire. Le documentaire, c'est vraiment l'école de l'humilité XXL, parce que là on te demande souvent de faire beaucoup de choses très 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 variées, puis ça va quand même être très très pas fort derrière les paroles, et il faut quand même que tu fasses une musique qualité cinéma. Alors moi du coup j'ai un autre point de vue sur le fait d'avoir raison ou tort. Je suis carrément moi un extrémiste, c'est-à-dire qu'en fait pour moi c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui a raison en fait, et ça c'est un truc qui est... En parlant d'ego, justement, je trouve que moi, vraiment, genre, je l'ai mis à la poubelle, j'ai pris la poubelle, je l'ai mis dans la chasse d'eau, j'ai tiré la chasse 3 fois, et là, c'est bon, j'étais devenu compositeur de musique de film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si t'es boulanger et que tu fais un croissant et que c'est que toi qui le manges, est-ce que t'es vraiment boulanger, en fait ? Ouais, ok. C'est intéressant. Donc en fait, pour moi, et en plus je trouve que ça va vachement bien avec ce qu'on fait, parce qu'on ne fait que refaire tout le temps, et refaire, et refaire, et repétrir, et si tu fais pas de pain pendant 6 mois, tu sais pas très bien le faire après, même si tu savais un peu dans ta tête comment il fallait faire. Et vraiment, moi le principe c'est, encore une fois c'est hyper personnel, c'est que je vais toujours faire goûter, parce que ça c'est cool quand même. Genre, ok, tu pensais à ça, hyper intéressant. D'ailleurs, quand quelqu'un nous dit « j'aimerais bien ça », ça veut dire 1 milliard de choses. Ça veut dire, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait de la batterie. En fait, ça se trouve, c'est pas de la batterie, c'est peut-être qu'il veut quelque chose de pulsé, de percussif, de métronomique, mais ça veut toujours, ça raconte toujours quelque chose, même quand c'est pas les mots exacts. Mais donc, c'est toujours intéressant quand on a une autre idée en tête, de faire ce qu'on nous a demandé. Je trouve que ça, c'est le plus important. Ouais. Et, évidemment, quand on a autre chose en tête, c'est génial si on a une inspiration, on fait écouter, et il y a toujours le coup près des images, c'est qu'en fait, quand on met devant les images, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on prend un enfant de 6 ans, nous, un réel, machin, quand on fait play, genre en 3 secondes, on sait si ça marche ou si ça marche pas. C'est fatal. C'est-à-dire que si ça marche pas, juste ça marche pas, quoi. Parfois, ça marche et on peut ajuster, mais si ça marche pas, c'est juste, hop, on peut, ok. Donc en fait, finalement, cet instrument-là, il sort de l'esthétique. D'ailleurs, si jamais on dit il y a de la batterie, c'est bien d'aller mettre une bonne batterie et... Regarde comment ça fait la batterie. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais toutes les fois où moi je suis allé faire des musiques qui étaient encore mieux que ce que je pensais, c'est quand je me suis confronté à quelque chose exactement comme tu disais, où c'était pas ce que j'attendais exactement. C'est-à-dire qu'évidemment parfois il y a un alignement des planètes extraordinaire, on a une idée, on le fait, le réal ou la réal adore, on met sur les images, ça marche. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est vrai que notre métier, c'est plutôt Joe le bricolo, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir un truc, finalement, on va enlever quelque chose, finalement, j'aime bien le thème à la fin, je vais le remettre au début, finalement, est-ce qu'on peut essayer avec un instrument ? Finalement, en fait, il n'y a pas de musique sur cette séquence, ok. Enfin, donc vraiment, on est tout le temps en train de trifouiller, et le résultat final, il est vraiment fait d'1 million de compromis et d'être tout le temps ultra ouvert, quoi. C'est vraiment, c'est une clé pour moi de la relation, c'est d'essayer, de jouer, de pas être fermé... Et vraiment le truc de pas avoir d'ego, de se dire en fait on fait, ça sera sur les images, ça y sera pas. C'est pas, ce qui compte, c'est que le réal ou la réal est suffisamment pour qu'elle puisse choisir au mixage, quoi, de garder ou pas garder, ou de changer, mais de faire le plus possible pour qu'il n'y ait pas de frustration, quoi. Ouais. Toujours aller dans le sens du réal. C'est la première musique que tu fais écouter, même si tu sais que c'est pas la bonne. Tu dis, vas-y, t'as voulu ça, je te fais ça. Après, tu peux faire écouter ce que toi tu pensais être mieux. D'accord. Mais si tu fais l'inverse... Tu crois qu'il y a des musiques qui sont pas la bonne ? Ça, c'est une autre question. Ouais, moi, j'arriverais pas à oser dire ça, moi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, il y a des fois où on m'a dit, tiens, là-dessus, je voudrais un piano un peu triste. Et j'ai fait, mais non, faut aller à contre-pied. On n'est pas là pour être à ce point littéral. Il faut aller plus loin. Et je suis allé plus loin. J'ai proposé. Et le RAL, il me fait, mec, je t'ai demandé du piano sur la séquence. Tu m'as envoyé un truc sombre avec une guitare électrique. Alors que j'étais sûr que j'avais raison. Mais le réal, il n'avait pas ça en tête. Donc, il peut pas, à 90% du temps, écouter ce que tu lui proposes parce que c'est pas ça qu'il t'a demandé. Ouais. Donc, dans un premier temps, tu essaies de trouver ce qu'il veut
tu vas dans son sens, tu proposes, il fait « Ah, génial, je voulais ça », et tu lui fais « Attends, j'ai aussi eu une idée ». Je pense quand même que si on part un peu à l'opposé de ce que raconte l'image et le film, et qu'on va dans une intériorité et on part sur un truc vénère alors que tu voulais un truc calme, c'est intéressant. Et là, tu peux faire écouter et on va te dire « Ah bah, je m'y attendais pas, mais c'est génial ». Ou alors, bah non, je t'ai demandé du piano, j'ai du piano. Ouais, c'est intéressant, hyper intéressant. J'aimerais parler de la composition des projets. Comment vous démarrez une composition ? J'imagine que ça dépend du genre pour lequel vous composez, forcément. Mais est-ce qu'il y a des étapes clés ? Comment ça se passe ? Donc là, tu parles de première maquette, quoi. Première maquette. Genre la première fois qu'on va mettre les mains, session vide et nouveau projet. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, je sais pas, vous avez un brief avec des mots, des trucs vous essayez de plaquer des accords au piano comment vous procédez ? Alors là, franchement, ça dépend vraiment des cas. Parce que, par exemple, du coup, j'adore parler pour Baptiste, mais Baptiste, parfois, carrément, il a des gens qui l'appellent, parce que ce mec est très connu quand même. Il y a des gens qui l'appellent et qui lui disent « J'ai adoré ça dans tel film. J'aimerais bien que tu me fasses, en gros, ce style-là pour ce truc. » Et là, c'est le paradis, quoi. Là, du coup, tu pars pas d'une page vierge, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, je pars toujours d'une page vierge. Je te jure, je pars toujours d'une page vierge. Non, je plaisante. Mais donc, non, en fait, c'est vrai que ça va dépendre des projets. Il y a des projets où on sait absolument pas où on va et où on sait qu'il va peut-être y avoir un thème. Donc là, vraiment, c'est personnel. S'il y a un thème, vraiment une mélodie à trouver, c'est vrai que moi, j'adore improviser au piano pour trouver quelque chose qui va me plaire, qui va me parler. Ouais, donc il y a des projets où vraiment on va avoir une idée précise de thème, de quelque chose où on sait qu'on veut un thème. Là, effectivement, improviser au piano, c'est fantastique parce que même si le réal ou la réal se projette pas sur l'instrument du piano, on peut déjà valider ensemble une idée de thème, mais c'est déjà vraiment certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui sont incapables de se projeter si c'est pas le bon instrument, et dans ces cas-là, il faut faire une maquette. Ça veut dire qu'il faut déjà partir sur une palette. Par exemple, il y a un travail qui se fait parfois quand il y a une idée du réal ou de la réal, de dire une matière sonore précise, par exemple, c'est de commencer avec des musiques de ref. J'aimerais bien un truc dans ce style-là, dans ce style-là, dans ce style-là. On va écouter 3, 4, 5 morceaux que le ou la réal avait en tête. Et pareil, nous, on doit faire le travail de traduction, parce qu'évidemment, on va pas refaire un truc, ça n'a pas de sens. Parfois, on doit le faire, mais là, quand on est en train de rechercher, là, c'est ce dont tu parles, on va se dire, ok, en fait, ces morceaux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est quoi le mood, en fait ? Ah, en fait, ils ont un truc assez nostalgique, ils ont quand même de la pulse, ils ont quand même une énergie, mais ils vont pas avoir la même instrumentation, mais on va ressentir quelque chose, mettre les mots et vérifier avec l'auteur ou l'autrice que c'est ça. Et ensuite, bah là, nous, carrément, il faut proposer. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il faut faire des maquettes. Dans l'idéal, quand on a le temps, moi, je trouve ça génial de faire goûter plusieurs trucs. On en parlait l'autre jour, justement, de faire goûter 2, 3 trucs très très différents, et en matière sonore, et en atmosphère, thématique, pas thématique, etc. Et ça aide, même s'il n'y a aucun des trois qui est choisi, de dire genre, ah tiens, mais j'adore cet instrument-là dans ce truc-là, ou ça, j'aime bien ce que je ressens sur ce truc-là, mais par contre, vraiment, pas de piano. Et c'est d'avoir une base de réflexion, donc soit une base de réflexion de maquette, soit une base de réflexion de ref. Après, il y a des trucs plus classiques où effectivement, il y a des trucs genre, ok, là, je veux piano-corde, là, je veux de la musique, par exemple, policière, je veux un truc de stress policier. Pas de truc extravagant, ça va être des synthés, des pulses, etc. Ça va dépendre. Parce que tu étais sur la base, comment on démarre vraiment. Comment on démarre, tu vois, c'est ça. C'est ce que tu disais, toi, tu démarres avec globalement piano, s'il y a un thème, tu vas chercher le thème, et c'est ça qui est c'est ta marque de fabrique de démarrage de morceaux. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, on travaille pas différemment. Moi, en priorité, c'est la palette. C'est la couleur de la musique avant que ce soit un thème. Tu vois, c'est assez intéressant. Et trouver quel instrument, quelle instrumentation, même qu'est-ce qu'on va ressentir, un tempo, est-ce qu'une musique qui nous enveloppe, une musique juste qui va tout droit, oui, c'est intéressant. Quand tu parles de palette, tu parles des palette, c'est les instruments que je vais utiliser. Ouais, exactement. Okay. C'est l'instrumentation, parce que ça va être plus synthé, plus acoustique, plus piano, et finalement un peu l'harmonie. Est-ce que ça va être, tu vois, alors, majeur, mineur. Est-ce que ça va être qu'est-ce qui va faire cette palette ? Limite, j'ai envie de te dire, je commence par l'accompagnement, et après je trouve la mélodie. Wow. Toi, c'est vraiment l'inverse, toi. Toi, c'est le thème qui, en général, vient à toi. Ouais, alors c'est trop cool. Non, moi, en fait, je fais pas l'un ou l'autre, c'est vraiment, ça dépend des projets. Mais c'est vrai que. Oui, de toute façon, je te réponds de façon très gauche-droite. Non, mais c'est vrai que la palette, elle est ça change le film. Bien sûr. Ça change le film. D'ailleurs, j'ai l'exemple là parfait d'un projet sur lequel je travaille où, en fait,
On a pris un thème, on l'a mis dans un certain style qui était assez orchestral, assez chatoyant, type un peu La La Land, vraiment grand. Et puis finalement, en fait, bifurqué avec le même style de thème, mais sur 3-4 instruments, style électro années 80. Et là, le film bascule, quoi. Ouais. En fait, ça change la narration. Ça change complètement. Mais donc, ouais, c'est intéressant, bien sûr. Et alors, une fois qu'on a... Parce que du coup, je pense que la question, elle est même un peu technique. C'est que moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais ta palette. Comment je fais ma palette ? Alors, j'ai pas de template globalement. D'accord. J'ai un template pratique, technique, où il y a les bus qui sont tout faits, des sous-groupes, où il y aura les cordes ensemble, il y aura les synthés ensemble, il y aura... Vous utilisez un logiciel, j'imagine. Quel logiciel ? Alors, je travaille essentiellement avec Logic Pro. et qui est, en fait, voilà, j'ai tous mes instruments dessus, j'ai l'essentiel de mes synthés virtuels, tout est là-dedans. Voilà. Et toutes les basses se font avec les synthés qui sont des synthés virtuels qui sont dans le Logic. Plus tard arriveront les vrais instruments. Mais je travaille rarement, je prends jamais ma guitare pour trouver un début d'idée. Je peux me mettre sur mon piano parce qu'en tant que pianiste, ça c'est pas mal. Donc oui, il y a le piano qui est pas loin, j'essaye sur le piano. Quand c'est bon, hop, je passe sur le clavier, je passe sur mon logiciel et j'enregistre. Pour déjà avoir une idée globale de à quoi ça va ressembler, c'est ça ? À peu près. Avoir l'idée, c'est un peu... C'est dur. Non, mais ce qui est dur, c'est que du coup, je t'ai forcé un peu dans un recoin parce qu'en fait, en vrai... ça arrive parfois en le faisant. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on sait pas où est-ce qu'on va. C'est de l'impro, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre c'est de l'impro un synthé. Qui va devenir structuré. Ouais, exactement. En fait, on va prendre un synthé, on va avoir une idée d'un synthé, tu vois, donc contre-exemple de pas du tout trouver un thème, on va trouver un petit arpège, un truc, hop, on va le mettre en boucle, on va trouver un petit enchaînement harmonique, on va boucler. Effectivement, après, tu vas développer ta palette, tu vas dire, ok, là, je vais peut-être aller, du coup, rajouter un tout petit peu de percu, je vais rajouter peut-être du piano, mais pas du piano qui fait du piano, peut-être juste une note, etc. Et effectivement, plus tard, peut-être peut émerger une mélodie, ou pas, d'ailleurs, parce que malheureusement, franchement, je dis malheureusement, parce que je suis... la mode de la mélodie. C'est pas très la mode de la mélodie, je trouve ça un peu dommage, parce que même quand on écrit des choses minimalistes, on peut... mais encore une fois, c'est super personnel, mais je trouve ça génial d'avoir... un thème, un motif, quelque chose qui se dégage. Ça marche parfois très bien sans, donc on va pas faire la dichotomie pour ou contre, mais en tout cas, je trouve ça génial quand on peut et que ça aide le film. Voilà, tout simplement. Mais donc, effectivement, parfois, ça arriverait dans un second temps, quoi. D'accord. Je sais pas si on répond à ta question, là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est on trifouille, quoi. En fait, on va dans d'autres questions qui sont plus techniques, mais c'est intéressant aussi, parce que ça m'amène à une autre question. Ok. Je me demandais, est-ce que vous avez des bibliothèques que vous avez créées avec des sons J'avais eu dans un épisode de podcast un assistant qui avait travaillé avec Amine Bouafa. Et du coup, voilà, il expliquait qu'il avait enregistré plein d'instruments différents et qu'ils avaient créé une bibliothèque de toutes pièces. Est-ce que c'est votre cas ou Alors moi, pas du tout. Je suis très impressionné par ceux qui font ça, d'ailleurs. Je trouve ça vachement chouette. Ça leur amène une vraie unicité, authenticité à leur son. Et notamment Amine Bouafa, c'est un bon exemple. Il a sa patte, il a sa couleur. Et ça doit jouer vachement. Forcément, oui. Moi, j'ai pas ça parce que globalement, dès que ça va être des synthés d'instruments acoustiques, donc des faux instruments, je pars toujours du principe qu'à la fin, je vais les réenregistrer. D'accord. Donc, je m'emmerde pas trop. Oui. Et quand c'est des synthés, les synthés, là, pour le coup, c'est vraiment la base, le synthé que j'ai, je suis très content. Après, tu vas filtrer, tu vas chercher un son, tu vas mettre des effets. Donc ça, j'ai pas de banque particulière. Okay. D'accord. C'est une super question. C'est trop stylé. Alors, j'ai une approche où, en fait, je vais pas avoir une banque de sons précise que j'ai créée et que je vais utiliser partout. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de qu'est-ce que c'est de la musique à l'image. C'est, encore une fois, mon point de vue, c'est une musique unique pour un projet unique. Okay. Mais il y a des gens qui font plein de fois un style de musique dans plein de films et c'est superbe. John Williams, c'est extraordinaire, c'est sublime, et on reconnaît son style, et il a fait de la musique orchestrale magnifique avec absolument tout ce que le plus dingue qu'on peut faire avec un orchestre, et il l'a poussé aux extrêmes, et c'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il s'est pas mis tout d'un coup à faire une musique électro 80s façon Stranger Things pour un projet, quoi. Voilà, mais donc du coup, pour revenir à la question, c'était pour dire qu'il n'y avait toujours pas de dichotomie. Moi, ce que je vais aimer faire, c'est pour... là, ça fait quand même plusieurs projets que je fais ça, c'est de créer des sons qui vont être des sons signatures. Ça va être la frontière entre un instrument et du sound design, mais c'est-à-dire que je vais tellement travailler le son et l'utiliser d'une façon où on va l'entendre et le reconnaître,
que ça va être accroché à un projet et accroché à soit une émotion, soit un personnage, soit à quelque chose dans le film. Mais du coup, je vais avoir créé quelque chose qui va être ma petite boîte à outils du film pour ce film. Mais c'est ta boîte à outils du film. C'est pas ta boîte à outils pour tous les films. C'est vraiment ma boîte à outils du film. Ouais, c'est vraiment ma boîte à outils du film. Mais ça fait plusieurs fois que je le fais et que j'adore le faire. Et je crois que j'aimerais bien, même carrément, à un moment donné, avoir un sound designer avec moi pour pousser le truc. Je pense pas que j'en arriverai à avoir une banque de sons parce que ça serait un peu contre-intuitif pour moi de réutiliser des sons que j'ai hyper customisés pour un projet. D'accord. Ça ferait un peu infidélité, quoi. Je vois pas trop comment ça pourrait marcher, mais pourquoi pas. Enfin, ça se trouve, par exemple, il y a des sons très spécifiques qui marcheraient pas, mais si j'ai fait un son génial de Poum, il y a des fois on a besoin d'un Poum dans un autre film. Enfin, quand même, globalement, il y a des trucs qui se réutilisent, quoi. Le Poum, c'est chaud, un beau Poum. Un beau Poum, quoi. C'est compliqué, les Poum. Ok, et ça m'amène encore à une autre question, parce qu'on parlait de la place de l'orchestration live dans les compos. Est-ce que vous utilisez des vrais orchestres dans vos compositions, des vrais instruments en général? Quand tu viens du monde du classique, tu veux que ce soit joué par un orchestre, tu veux des musiciens, tu veux des cordes, tu veux des bois, tu veux même des cuivres. Et donc la place, c'est vraiment simple. Je fais toujours tout pour qu'il y ait de l'enregistrement et un orchestre, ou au moins un petit quintet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des synthés avec, ou une rythmique ou quelque chose. Donc ça, c'est mon désir profond. Après, on en revient toujours à est-ce que le réal ou la réal veut ça? Et l'autre, c'est l'argent, parce que ça coûte très cher. Oui. Et donc, on est dans une économie quand même où il n'y a pas toujours un pognon de dingue pour faire les musiques. À part les 10 plus grands compositeurs qui, eux, ont des vrais fat budgets, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est en dessous. Donc, tes budgets, c'est est-ce que tu veux gagner plus ta vie ou est-ce que tu veux que la musique soit plus belle? Parfois, tu as la rencontre des deux. Hein. Oui. En tout cas, ça compte vachement. Mais j'écris toujours en me disant il faut que ça soit joué, il faut qu'il y ait un orchestre, bien sûr, derrière. Bien sûr. Ça, c'est... Et surtout, ta musique, elle change tellement. Enfin, quand tout d'un coup, tu as bossé tes maquettes pendant un bon moment, tu passes à l'enregistrement. Ça doit être magique. C'est magique. C'est magique. C'est magique d'autant plus. Alors là, c'est perso. Pour moi, qui suis, encore une fois, autodidacte en écriture, et qui ai quand même écrit pas mal pour orchestre, et je me suis fait vérifier par des orchestrateurs, mais ils n'ont rien changé, donc c'est que c'était pas trop mauvais ce que j'ai fait. Mais je sais pas, moi, jusqu'à l'enregistrement, si ce que j'ai fait, ça marche. Parce que les synthés, ça marche avec des synthés, mais en fait, les humains, c'est pas des synthés. Hein. Oui, donc, quand tout d'un coup, l'orchestre se met en route et tu fais « Ah, c'est ça que je voulais », et tu fais « Ah, c'est vraiment bien », et là, t'es là, c'est intéressant. Donc tu t'es intéressé à chaque instrument, comment il fonctionne, je sais pas, les doigtés par exemple pour les cordes. Non, justement, c'est ça mon problème, c'est que ça, et là t'as Benjamin qui lui sait très bien faire ça, et pour le coup tu vas en parler juste après. Moi c'est vraiment, je ne sais pas, donc j'appelle parfois un violoniste, je fais en fait, est-ce que je peux te faire ça, ou il me dit on sent que c'est un pianiste qui a écrit, mais ça va marcher. Ok. Je le garde ou pas? Je le garde. Et tu vois, et donc il faut. Dans ma tête, j'entends les choses et il se trouve que je les entends à peu près au bon endroit, au bon moment. D'accord. Coup de bol. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme ça. Donc ça marche. De Mel Bonis. Ça vient de Mel Bonis. Mais oui, il faut. La musique, c'est fait pour être jouée, quoi. Sauf si c'est de l'électro. L'électro, c'est de l'électro. Oui. Mais la musique, c'est fait pour être interprétée. Et après, ça ouvrirait presque une brèche sur le problème, c'est que quand on habitue trop des réals à nos synthés, quand tout d'un coup tu fais interpréter un soliste, ils sont en panique. C'est ils ça. font mais moi j'aimais bien quand c'était un peu calme. Alors du coup, il y a plein de questions dans ta question. Oui, c'est vrai, pardon, il y a plein de questions. Non mais c'est génial. C'est juste pour prévenir Baptiste que je vais rentrer dans un tunnel. Et que là, non, je rigole. Non, mais dans ta question, il y a déjà la question de savoir si on le sait à l'avance ou pas, parce que ça c'est vraiment un truc qui parfois on en est sûr, parfois on sait en fait, parfois on sait qu'il va y avoir tel budget, telle chose, et on va écrire d'une telle manière qu'on sait que ça va être joué. Ce qui change vachement la façon dont tu maquettes, parce que tu vas bien sûr. très fortement pousser tes maquettes, puisque donc pousser les maquettes, pareil, j'essaie d'être un peu pédagogique, mais quand on prend un synthé de cordes et qu'on le joue, ça ressemble à rien en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros travail de programmation, et là Baptiste a la chance d'être super fort à programmer ça en autodidacte. C'est beaucoup plus facile de savoir le faire quand on a étudié l'orchestration. Pourquoi ? Parce qu'il se passe un truc assez magique, c'est que malgré tout, même si on joue sur des synthés, c'est des synthés de vrais enregistrements enregistrés, et que donc si on écrit
d'une manière qui est jouable et comme ça que c'est utilisé dans la vraie vie des orchestres, ça sonnera mieux que quand on fait absolument n'importe quoi. Oui, et donc en fait, c'est un truc de dingue de se dire que si on écrit déjà comme un instrument doit être joué, 90% du job est fait. Et après, effectivement, il y a le fait de savoir écrire des expressions, écrire des dynamiques, changer de mode de jeu. Est-ce que je veux jouer sur le chevalet ? Est-ce que je veux frapper l'archet ? Est-ce que je veux jouer du côté du bois ? Est-ce que je veux faire des pids Bartok ? C'est plein de choses. Donc effectivement, savoir dans quel registre, par exemple, quand je vais écrire à telle hauteur au corps, moi dans ma tête, comme je le vois à quel endroit c'est sur la clé, je sais que ça va sonner soit genre comme quelqu'un qui est en train de s'étrangler, ou si ça va être dans un endroit où ça va être confortable, chaud. Là, il y a une différence qui est hyper fine, c'est que quand on sait... je disais quoi ? Oui, en fait, par exemple, si jamais j'écris en sachant que ça va être enregistré, voilà, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, si je sais que ça va être enregistré, je vais passer un tout petit peu moins de temps à travailler ma maquette, parce qu'en gros, je vais valider le thème, je vais valider la musique, ça marche bien, je vais tout synchroniser avec l'image, etc. Et à la fin, je sais que mon truc, genre de cordes, je vais avoir un orchestre à cordes qui va jouer. Donc ça, c'est le cas le plus extraordinaire. C'est trop cool. Je vois que tu as une track. Tu joues du violon ? Je suis violoniste. Ouais. On va t'appeler. Ouais. Et donc, du coup, je fais beaucoup de studios. Donc, trop stylé. Mais parfois, et donc là, c'est le cas qui est le plus fréquent chez moi, pour l'instant, c'est que je sais que je suis sûr que je vais au moins avoir des solistes. Pour l'instant. Je sais qu'à chaque fois, quoi qu'il arrive, je vais trouver du budget pour un soliste et ça va tout transformer. Donc en général, je vais quand même bien bosser mes maquettes, mais tout ce qui va être violoncelle solo, j'adore le violoncelle, donc c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Du violon, de la flûte. Là, on sait que quand ça va être enregistré, même ce qui est derrière sonnera mieux. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'une maquette de piano, maquette de piano, on peut l'enregistrer nous-mêmes, mais maquette de cordes, mais avec dessus un instrument soliste, le fait qu'il y ait un petit peu d'humanité dans l'enregistrement va nous faire entendre plus vrai ce qui est derrière. Donc ça, c'est juste de la magie. C'est incroyable. Donc en fait, l'orchestration, effectivement, c'est une question de budget. C'est aussi une question de mode de jeu. Il y a des façons de jouer d'orchestre qui sont très faciles à faire sonner bien par des banques de sons. Genre, par exemple, le staccato, le tenuto, les choses vraiment lentes. Par contre, dès qu'on va vouloir faire vraiment des phrasés legato, donc c'est-à-dire vraiment avec des changements de notes très très expressives qui dessinent une vraie mélodie et qui est un instrument soliste, il y a un moment donné, ça va s'entendre que c'est un synthé. Je pense que dans quelques années, peut-être, j'espère le plus tard possible, ça s'entendra moins. Non, ça s'entendra toujours. Il faut que ça s'entende toujours. Mais ça sera tout. On ne peut pas remplacer les musiciens. Non, mais même si c'est pour une maquette, je trouve que même si on a une maquette parfaite, ça sera toujours mieux avec au moins, en tout cas, un soliste. Effectivement, après, quand c'est des films à gros budget où on peut enregistrer un orchestre à cordes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance une fois d'avoir l'inverse, où j'ai eu un cadeau incroyable où j'ai pu enregistrer justement une sérénade pour cordes avec un orchestre à cordes, et il s'est avéré que le thème que j'avais utilisé, j'ai commencé à l'utiliser dans le film pour lequel je travaillais, et finalement c'est devenu le thème du film, et donc j'ai dû faire pendant tout le film des mélanges entre ma session d'enregistrement qui était loquée dans le temps, je pouvais plus y toucher, et passer en mode 100% maquette pour faire de la musique à l'image, et de tellement bien programmer qu'en fait on n'entend pas quand on passe d'une maquette à un enregistrement, quoi. T'as fait du Hans Zimmer, tu sais qu'Hans Zimmer il fait comme ça, il a sa banque de sons qu'il a fait faire lui-même par ses 250 musiciens. J'ai pas encore ça. Et, non mais c'est comme ça qu'il bosse. C'est lui, c'est le premier à avoir samplé, fait ses propres banques de sons par rapport à ta question de tout à l'heure en plus. Et donc lui en fait il enregistre avec toujours le même orchestre, et quand il a besoin de faire un petit passage, un petit moment qui n'était pas écrit où ça a changé, hop, il passe en full VST, ses propres VST à lui, pas ceux que tu peux acheter, et tu sais pas que t'es passé à l'orchestre, et tout d'un coup, tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien produit, puis il se trouve qu'ils sont 150 à faire sonner le truc derrière, donc ça aide. C'est génial. Lui, il se pose pas de problème, tu vois, est-ce qu'il va enregistrer ou pas. Bien sûr. Il a le budget. C'est une question de budget. Lui, c'est que c'est bon. Il se pose d'autres questions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette question, à chaque fois quand on démarre un projet, tant que t'es pas sur les projets où tu sais qu'il y a l'enveloppe, là, la question se pose plus, on voudra toujours avoir des musiciens, on voudra toujours faire enregistrer, encore une fois, sauf si c'est une BO électro.
Et même si c'est une BO électro, tu sais quoi, je veux prendre le meilleur beatmaker, je veux prendre le meilleur DJ avec moi. Enfin, donc finalement, t'enregistres aussi. Mais même les synthés analo, en fait, tu vois là ce que je suis en train de faire. Et les synthés analo, exactement. Tu les réenregistres, tu veux que ça sonne, tu veux pas des. En fait, de toute façon, dès qu'on peut sortir des VST, des instruments virtuels, c'est mieux. Et il faut sortir. Ça sonne mieux. Mais on le sait pas toujours. On sait pas toujours le temps. Parce que quand tu démarres un film, tu sais pas si ton film, tu vas composer 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30, 1 heure. Tu sais pas. Si tu as composé 1h30, bah, même si tu avais prévu un peu d'orchestre, tu n'auras jamais de quoi enregistrer 1h30 de musique. Oui, donc, tu apprends au fur et à mesure que tu avances sur ce projet et tu t'adaptes un peu. Donc, il faut quand même que tu te dises, OK, il faut que ça sonne grave, ce que je fais. Mais tu te dis quand même au fond de toi, je vais quand même remplacer ça par des humains. Ouais. Et puis, tu sais pas... C'est toujours mieux quand il y a un peu d'humanité. Tu le sais en cours de route. Complètement. Est-ce qu'il y a eu un projet marquant sur lequel vous vous êtes lancé ou quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière ? J'ai plusieurs choses, mais je vais parler d'un truc qui a quand même vraiment changé ma carrière, parce qu'on parlait de Hans Zimmer, et c'est quand même Hans Zimmer quand même. Donc j'ai eu du coup, à cause ou grâce, parce que du coup vu que j'en suis là où j'en suis, je peux dire que grâce à mon parcours, parce qu'en fait je suis quand même très heureux d'en être là où j'en suis. J'ai été pendant vraiment très très longtemps habité du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vraiment quand j'étais au conservatoire, j'étais avec des gens qui avaient fait 15 ans de piano et moi j'en avais fait 1 an et demi. Et on jouait les mêmes morceaux, donc c'était un peu sec, quoi. Donc j'ai vraiment longtemps été dans toutes mes études après, même au conservatoire après, tout le temps avec ça. Et en 2015 ou 2016, j'ai fait un concours sur Internet qui était du coup un concours où il fallait refaire un générique qui était composé par Hans Zimmer et Lorne Balfe. C'était le générique de Genius, qui est une série sur Einstein. Ok. Et on était 6 ou 7 000 à participer. Et j'ai été dans les 10 préférés de Hans Zimmer. Wow. Donc ça, c'était trop cool. C'est incroyable. Mais ce qui était trop cool, c'est que du coup, donc j'ai eu un coup de téléphone de dingue de Los Angeles qui me dit « Oui, bonjour, Hans Zimmer a adoré votre maquette. Est-ce que vous seriez dispo pour venir si jamais vous gagnez ?» Si je suis dispo. Je fais m'arranger, quoi. oui, je suis dispo. Ouais, j'avais une pizza avec des potes, mais j'ai décalé. Donc ça tombe bien, j'avais raclette. Non, mais donc du coup, c'est fou. Donc j'ai pas gagné, mais je savais que j'étais dans ça s'appelait le Judge Pick. Donc j'étais dans les 10 préférés. Donc déjà, j'ai été refait. J'étais super heureux. Et j'avais fait un foin pas possible sur Facebook pour dire regardez, c'est trop cool, j'ai ma musique, etc. Et par un hasard incroyable, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et il me dit j'ai vu que du coup t'étais sur une compète avec Hans Zimmer, machin, etc. Je connais quelqu'un qui bosse à tel hôtel, il paraît que ce week-end-là il va venir, vas-y, va le voir, tu vois. Et j'étais là genre ok. Donc j'y vais à 6h du matin, je me mets en costard cravate et je me fais des fausses valises remplies de vêtements, quoi. Et je vais à l'hôtel et j'y vais et je me pose dans le bar de l'hôtel et j'attends, quoi. Donc j'attends très longtemps, je suis arrivé à 6h du matin parce que je savais pas à quelle heure il allait arriver. Ouais. Et d'ailleurs, je donne un conseil à tous les gens qui font des planques, ne buvez pas de thé parce que comme vous pouvez pas vous lever pour aller aux toilettes, c'est genre un cauchemar. Astuce d'agent secret en mousse, ne faites pas ça. Donc du coup, j'ai lu 4 fois Le Monde diplomatique et à un moment donné, vers midi, je marche un peu dans les couloirs et je le vois. Et donc je le vois arriver, donc là je me dis c'est un truc de dingue, quoi. Donc je vais le voir, je lui dis bonjour, est-ce que vous êtes Hans Zimmer? Il me serre la main, il me fait ouais pousse-toi, dégage. Donc je me dis genre ok, et je lui tiens la main et je lui dis je m'appelle Benjamin Grossman, je suis compositeur. Il me fait oui Benjamin Grossman, ok. Il pose ses valises, il demande à son agent de prendre ses affaires et il dit give me 5 minutes, quoi. Et là le mec vient avec moi, il vient avec moi dans le bar de l'hôtel et juste 5 minutes, hein, ça pas plus. Le gars, il a fait 14 heures d'avion, il est jet lag de dingue, et il m'accorde 5 minutes, déjà, genre, juste merci, quoi. C'est exceptionnel. Et on parle de plein de choses, mais il y a un truc qui m'a vraiment... le lendemain, ça a complètement changé ma façon de voir les choses, et ça a changé ma carrière. C'est qu'on parle de plein de choses, il me dit que ma musique était très bien, que j'ai pas gagné, etc. Mais déjà, il y avait des super trucs. Il me dit, mais la compète était dingue, etc. Et je lui dis merci parce que je suis hyper inspiré par ce que vous faites. Parce que moi aussi, j'ai envie de devenir compositeur. Et il m'arrête, il me dit, non mais en fait, vous êtes compositeur, en fait. C'est joli. Et en fait, ça m'a tué parce qu'en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai pas encore fait de musique de film. Mais le lendemain, j'ai arrêté tous mes jobs alimentaires, j'ai pris un crédit, je me suis acheté un studio et j'ai fait plus que de la musique. Et c'est là que ça a commencé, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que c'est juste le regard, une sorte de petite reconnaissance, quoi. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Parce que franchement, il n'y avait pas que ça à faire, quoi. Donc c'était vraiment super, quoi. C'est fou. Un signe du destin.
Dingue. C'est la classe, qu'est-ce que je raconte après ça? En fait, moi, j'étais dans mon berceau et je sifflotais un truc. Je m'attendais à ce qu'on parle de film ou de... Mais là, c'est exceptionnel. Et j'ai John Williams qui passe à côté, il m'entend faire moi. J'ai un truc comme ça, c'est assez marrant. Et il me fait, écoute, t'es un peu trop jeune, petit. T'es un peu trop jeune, petit, mais tu es compositeur. Je vais juste te taper le thème. On a la même histoire. C'est quoi la question que t'as posée? Un événement marquant dans ta carrière. Je parlais plus de projets, de films en question, mais l'événement, c'est projet. Voilà. C'est très intéressant. Alors moi, je vais te répondre sur les projets pour le coup, et parce que ce qui est intéressant, en fait, à chaque projet que j'aime, j'ai l'impression que c'est un événement marquant. C'est-à-dire, tu vois, j'ai eu la chance de démarrer avec, par exemple, Grand Corps Malade. Alors, c'est pas de la musique de film, mais c'est quand même cool, tout d'un coup, de pouvoir faire des sons pour Grand Corps Malade. C'est hyper bien. Et je me suis dit, waouh, en fait... Le gars est juste disque d'or, juste tranquille. Double disque de platine, s'il te plaît. Et donc, tu dis, ok, bah ça va tout changer, c'est ça la vie. Et puis t'es trop fier. Et puis ça fait des choses, mais ça change pas tout. Puis après, j'ai une réalisatrice qui s'appelle Audrey Strugo qui m'appelle pour des musiques de long qu'elle fait. Et je m'éclate à chaque film. Et tu te dis, mais c'est génial, en fait, là, il se passe un vrai truc. Et en fait, chaque projet, quand c'est des projets que tu aimes et qu'on te laisse faire de la musique qui te plaît, chaque projet, tu te dis, en fait, c'est là le game changer. Et finalement, à part si tu fais Monte Cristo, où là, c'est un game changer XXL, parce que là, le monde va t'appeler, et là, c'est pas que pour toi, ça va tout changer. Tant que t'as pas fait un Comte de Monte Cristo, en fait, c'est les projets qui t'amènent à chaque fois vers un nouveau toi, un nouveau kiff. Là, j'ai une série qui va sortir. J'arrête pas de dire... Mais ça, quand ça va sortir, c'est un game changer. La BO, elle est trop bien. J'ai fait un truc super sur ce film. En tout cas, je suis heureux de cette BO. Et puis, je l'ai faite. Au moment où je le dis, je le crois vraiment. Et j'espère qu'on va m'appeler en ayant entendu cette musique. Peut-être oui, peut-être non. Ce que je veux dire, c'est que avoir fait cette musique était déjà quelque chose qui m'ouvre, qui me fait aller plus loin, qui me fait kiffer encore un peu plus. Et en fait, à chaque projet que j'aime... il se passe vraiment quelque chose. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Si, complètement. Donc, à part quand tu as un gros événement, mais toi, ton événement, il est génial. L'événement, tu rencontres Zimmer, il te fait, mec, tes compos. Ouais, c'est un vrai événement, ça. Moi, quand c'est pour les projets, chaque projet qui m'inspire et où j'ai pu me régaler, je me dis, ouais, c'est génial. Il se passe un truc, c'est maintenant, c'est après, mais c'est autour de ce projet. Et puis, chaque nouveau projet t'amène ça. C'est ça qui est magnifique. Ouais, c'est ça qui est hyper joli. Jusqu'à ce que tu fasses un film, encore une fois, où il y a des millions d'entrées. Et là, tu peux commencer à dire, oui, il y avait ma vie avant le Comte de Monte Cristo et il y avait ma vie de compositeur après le Comte de Monte Cristo. Et du coup, tu parles du fait que tu as bossé avec Grand Corps Malade. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore, de composer pour des artistes? Ouais, je compose peu pour les artistes parce que tu sais jamais où ça va, parce que les artistes, ils t'appellent pas, les grosses restas, elles t'appellent pas, elles me connaissent pas. Donc, il faut parier sur des gens que les gens ne connaissent pas. Et c'est hyper intéressant, mais ça prend du temps que t'as pas forcément. T'es pas payé quand tu travailles avec des artistes, c'est vraiment c'est bénévole et c'est de la croyance, quoi. C'est de l'investissement, c'est comme ça. Donc je bosse avec des artistes, notamment là j'ai une artiste avec qui je bosse depuis maintenant 5 ans qui on a fait pas mal de morceaux ensemble qui sont sortis, qu'on fait 1000 écoutes, tu vois, tu fais bon bah ok. Il se trouve que là maintenant elle s'appelle Mag. Mag, elle a eu un rôle titre pendant 3 ans dans la comédie musicale Starmania, donc elle sait quand même vraiment chanter et elle commence à être un peu connue. Il se trouve que là elle fait The Voice, on va espérer qu'elle aille loin, mais elle va un peu loin déjà et tu sens que ça change. Donc de temps en temps il y a aussi se dire allez, on va donner du temps à un artiste ou une artiste et on va y aller, mais c'est vraiment c'est du loto quoi. Encore Malade, j'ai fait ça. Il n'était pas hyper connu, donc c'est du loto. Et, j'ai bien fait. Oui, complètement. J'ai tiré la bonne grille, tu vois. Heureusement que t'as pas dit, je suis désolé, je suis pas dispo. Non, mais la vraie histoire, je sais pas si tu peux si t'as le temps de la raconter, mais j'ai un copain que je croise et qui me dit, ouais, je fais de la musique pour un, donc Encore Malade n'était pas connu. Ouais, je fais de la musique pour un mec qui s'appelle Grand Corps Malade. Je fais, c'est quoi? Il fait du slam. Du slam, c'est quoi le slam? C'est du rap, mais j'aime pas le rap. Moi, je fais du classique. Il me fait, non, mais franchement, j'ai fait les 10 premiers, mais il reste 3 titres. Écoute, c'est quoi? Appelez-vous, tu verras bien.
Puis le mec m'appelle, il me fait « Allô ?» et donc, on se donne rendez-vous. Il me fait « Ouais, bah, c'est Nico, il m'a donné ton nom. » Je fais « Bon, on se donne rendez-vous dans un bar. » Et le mec, il me lit un texte. On est dans un bistrot, là, comme ça. Et il me lit un texte et tu fais « Ah, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Tu fais « Oui, bien sûr, je veux te faire de la musique, bien sûr. » Voilà. Et tu as des personnes qui t'inspirent. Et lui, il était très inspirant. Voilà. Rencontre avec Grand Corps Malade. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Et pour revenir à la musique et à l'image, est-ce que votre approche est différente, parce que vous avez fait en même temps de la publicité, des documentaires, tu parles du podcast aussi, est-ce que votre approche est différente en fonction du projet, votre approche de composition? Ah ouais, ça rejoint beaucoup. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Moi vraiment... c'est marrant parce que... moi vraiment c'est très très différent. Vachement à voir. Ah ouais. Moi vraiment, chaque projet, moi, mais ils sont tous vraiment... quand je, par exemple, faire une musique de pub, déjà 90% du temps, sauf pareil, Baptiste qui est extraordinaire, qui fait des pubs sans faire d'appel d'offres, mais dans la vraie vie des compositeurs, c'est souvent des appels d'offres. Donc qui dit appel d'offres, ça veut dire... on va être 5 sur le dos, il y a une énorme cagnotte à la clé, et donc il faut faire un morceau qui ressemble déjà quasiment à un truc, vraiment un niveau de production qui est dingue. En général, si jamais on veut des vrais instruments, en fait, on va payer de notre poche, même juste pour gagner l'appel d'offres, on va faire nous-mêmes, voilà, on va avancer, on se dit genre, on va la tenter, quoi. Alors qu'effectivement, quand on va faire une musique pour un long, pour un court-métrage, l'approche de qu'est-ce qu'on va livrer comme première musique, elle est vraiment hyper différente. Que ce soit un appel d'offres ou pas, quoi. Pardon, mais oui et non, parce que en fait, à la fin de la journée, c'est de la musique. Alors oui, tu vas l'axer par rapport au projet. Donc si c'est une pub, c'est un projet court, il faut que ce soit plus impactant. Si c'est un long, il faut que t'as plus de temps, tu peux raconter quelque chose. Mais c'est quand même, qu'est-ce qui va t'inspirer? Encore une fois, c'est de l'image. Et moi, quand je fais du doc, de la pub ou de la fiction, c'est qu'est-ce qu'on me donne comme image, c'est quoi la source qui va inspirer le début de mon travail. Et franchement, c'est drôle, hein, c'est différent. C'est exactement la même chose pour moi. Tu vois, quand je fais une pub, je demande comment on voit une animatique. L'animatique, c'est ils ont pris des plans à droite à gauche pour te faire un truc de 20 secondes qui va raconter ce qu'ils vont faire. Si j'ai ça, paf, ça appuie sur un bouton chez moi et ok, j'entends la palette, j'entends l'instrument, j'entends une mélodie, j'entends un truc. Sur un documentaire, c'est ce qu'on disait, tout ce qu'on a dit avant, c'est un bout de récit un peu plus long, hop, les images, comment ça a été filmé, comment ça a été amené, hop, ça m'inspire. Et si c'est une fiction, c'est joué, c'est différent, c'est plus sympa, il y a des dialogues, il y a quelque chose, mais c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc fondamentalement, moi ça change rien du tout, c'est la matière que tu me donnes pour que je sois inspiré et pour que je me mette à composer. Après, bien sûr, la finalité entre une pub impactante pour du riz, où on te demande de faire une pub pour du riz version bande-annonce de cinéma américaine, oui, t'as quand même un angle. On te demande sur un film de raconter une scène d'amour, t'as un angle. Et du coup, ça m'amène à une autre question. C'est vrai que vous êtes obligé de savoir composer tous les styles, en fait, n'importe quel style, en fonction de ce qu'on va vous demander. J'adore cette question. Est-ce que vous challengez à devoir faire des choses que vous ne connaissez pas, ou du coup, il faut trouver des références, j'imagine, écouter beaucoup de morceaux? Alors là, franchement, ça touche du doigt ce qui fait que je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde qu'on fait, en fait. C'est que ce que je trouve extraordinaire, pour moi, c'est de ne faire ce que je n'ai jamais fait. J'adore qu'on me demande un truc, soit qu'on ne sait pas, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que je veux, ou soit quelque chose que je n'ai jamais fait. Et ça, j'ai une sorte de goût pour la nouveauté et pour les choses que je ne connais pas. J'ai un plaisir énorme à aller soit apprendre à faire quelque chose que je ne sais pas faire, ou soit à aller justement, ce dont on parlait tout à l'heure, créer une palette des sons, aller chercher des trucs que je n'ai jamais fait, et ça me fascine. Parfois, on a le niveau technique pour le faire, et il y a des fois où moi je trouve ça juste génial, justement, exactement pour rejoindre la question de tout à l'heure, d'aller trouver des artistes dont c'est la spécialité, quand c'est exactement quelque chose qui est leur skills. Nous, on va avoir nos skills, justement, dont parlait Baptiste, d'aller coller aux images, de faire vraiment quelque chose qui est exactement, qui va avec l'esprit du film et qui va avec les images. Et on va prendre cette compo-là avec nos thèmes, nos émotions, notre palette. Mais là, par exemple, je travaille sur un court-métrage qui s'appelle La plus belle fille du monde, qui est réalisé par Vassili Schneider. Et là, on avait besoin justement d'une palette hyper électro, hyper 80s.
Et donc, moi, je sais très bien faire des maquettes qui sonnent bien dans ce style-là. Mais une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, justement, donc que j'avais pas fait spécialement exactement ce style-là, bah là, je suis allé chercher un artiste qui, lui, en fait énormément. Et on a refait la basse, et on a refait les synthés analo, on a refait la guitare. C'est extraordinaire, quoi. Là, du coup, on a un truc qui monte d'un cran. Et c'est génial parce que, du coup, il y a l'aspect, justement, faire quelque chose de nouveau que je savais pas faire. Mais c'est aussi hyper important en tant que compositeur, que ce soit compositeur ou compositeur de musique de film, de connaître nos forces et nos faiblesses. Moi, je sais que lui, il va faire que ma prod, elle va sonner 10 fois mieux. Je suis très très heureux de le payer et de faire en sorte que ma prod, elle monte d'un cran, parce que ça va pas être exactement ma spécialité. Et en plus, bah, c'est la musique que j'ai composée, c'est l'atmosphère du film de Vassili. C'est juste, c'est génial quand on peut faire rentrer d'autres personnes dans le projet, quoi. Alors ouais, on nous demande de composer beaucoup de styles différents, et alors c'est génial parce que j'adore, on fait le même métier et on a quand même on a la même approche et pas la même approche à chaque fois. Moi, ça me rend ouf quand on me demande de composer un truc qui est pas un endroit où je suis heureux de composer. D'accord, tu vois, ça, j'aime pas. On me l'a demandé 1 million de fois parce que il se trouve que je fais vraiment la moitié de l'image que je compose, c'est pour le documentaire. Et le documentaire, on te demande souvent d'aller vraiment un peu partout. Et donc, maintenant, je refuse. Je l'ai fait pendant longtemps. Et maintenant, je dis non. Moi, mon style, c'est quand même cette direction. Attention, cette direction, elle est très, très large. Elle va de Vladivostok à New York quand même. On est obligé d'être extrêmement inspiré par un large type de musique et avoir une palette super large. Et en même temps, je trouve qu'il faut vraiment qu'on ait notre propre style. Et donc, plus on te demande une palette élargie, plus c'est compliqué d'avoir ta marque de fabrique, ton tampon, et qu'on dise on te reconnaît. Alors, c'est là où il faut réussir à... En effet, il faut être inspiré par d'autres styles de musique quand on te le demande, mais il faut réussir à le ramener dans ton intériorité, dans ce que tu sais composer, dans là où tu te sens toi à l'aise. En fait, si tu prends un style que tu connais pas, que tu arrives à l'amener dans une zone de confort chez toi, donc c'est long, c'est un long travail d'amener un truc que tu connais pas, et tout d'un coup t'adores, là c'est bon, t'as gagné, c'est ta musique, c'est toi. Si on te dit vas-y, fais-moi une BO en salsa cubaine, je te jure, je refuse la BO. Si on me dit vas-y, fais de la salsa cubaine tout du long, je dis écoute, me prends pas moi, prends un gars qui fait de la salsa toute la journée. Bien sûr. Alors si on me dit t'as 100 000 balles, fais-moi une BO avec de la salsa cubaine, il se trouve que je vais me mettre à faire beaucoup de salsa cubaine et je vais faire la BO. Mais en fait, avec l'expérience, je trouve qu'il faut aller dans l'univers où tu te sens bien. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'écouter beaucoup d'autres styles et de t'inspirer de tout. Et après, cependant, moi, je fais super gaffe. Si on me dit, vas-y, fais-moi une prod très hip-hop qui ressemble à, je sais pas, tel artiste, et ben, je vais essayer de pas aller écouter l'artiste et je vais faire le hip-hop que j'ai en tête avec mon style à moi. Ça marchera ou ça marchera pas. Ça sera peut-être super ou ça sera peut-être en carton. Je peux pas te dire à la première. Mais si je vais écouter ce que fait le gars, bah, je vais le pomper, je vais le singer, je vais faire complètement comme lui. Parce qu'après, on nous demande tellement de savoir-faire un peu de tout, que les compositeurs de musique à l'image, on a quand même une capacité à les faire à la manière d'eux qui est importante. Et donc, moi, je sais que c'est terrible. Si j'ai entendu quelque chose, donc une prod hip-hop d'un gars, je risque de la refaire sans m'en rendre compte. Donc, avant d'aller écouter la ref trop, ou si je l'écoute une fois et c'est tout. Et après, je fais mon truc. Donc, il faut élargir sa palette, mais toujours essayer de le ramener dans ton univers à toi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que tu veux toujours avoir cette patte à toi et ton univers, et donc c'est là où tu te dis que les réals, quand ils choisissent un compositeur, ils choisissent le compositeur en question, la personne pour sa patte, et non parce qu'ils ont besoin d'une musique. Alors ça, c'est dans le... Cette question, elle est astronomique. Il y a 2 réponses. Parce que pour le coup, vraiment, c'est une question que je me pose souvent à moi-même, du coup, du style. Parce que du coup, vu la réponse que je t'ai donnée, si tu me demandes mon style, je vais être quand même bien embêté. Je fais pas de salsa cubaine, du coup, ça, je sais que tu vois, alors pour le coup, c'est marrant, j'ai déjà eu l'occasion de faire des musiques qui sont vraiment très très éloignées. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'était effectivement quelque chose qui est dans un scope large. Vraiment, même parfois justement qui n'existe pas, parce que moi j'adore faire de la musique pas qui n'existe pas, mais que je n'ai jamais entendue ou qu'on me demande pas de copier quelqu'un. Mais quand ça m'est arrivé de devoir faire de la musique type salsa cubaine ou autre, pour le coup, moi, pareil, c'est mon délire, mais en fait, je suis hyper excité à l'idée d'aller comprendre les mécaniques et de comprendre. Non, mais ça veut pas dire que je vais le faire tout seul, parce que pour le coup, j'avais pareil trouvé quelqu'un, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait toute la compo, mais en vrai, à la fin,
j'ai quand même quelqu'un qui fait ça et avec qui je vais être une sorte de... Là, je vais passer en mode prod et mais toi, ça t'éclate. Voilà. Toi, ça t'éclate de faire ça. C'est ça qui est génial. J'adore. C'est que toi, en plus, ce challenge d'aller tout d'un coup faire une musique qui n'est pas ta zone de confort ou là où tu as envie d'aller, t'adores. En fait, je crois que j'adore. Et moi, ça me saoule. C'est marrant. Ouais, tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais alors, pour continuer sur ce que tu disais. C'est un grand mot. Oui, mais c'est pour continuer sur ce que tu disais sur le fait de ramener les choses à ton style. Je trouve ça hyper intéressant parce que ce que j'entends quand même dans tes musiques, et c'est un des trucs vraiment super de Baptiste, c'est que quand même, il a une patte. C'est vraiment un truc incroyable quand on écoute ses BO, c'est qu'elles sont hyper personnelles, quoi. Et moi, quand je fais de la musique, ouais, non, mais c'est une qualité de dingue. Moi, ma force, j'entends plutôt que ça va être plutôt que ce truc-là ne va que dans ce film. Pour l'instant, moi, là, j'en suis à là où j'ai fait une musique de film d'horreur avec des sons complètement barrés, des trucs bizarres, des instruments marocains triturés dans tous les sens, du oud, etc. Parce que le film demandait ça, parce qu'il y avait ça dans le background de l'histoire du personnage principal. J'ai fait autre chose qui était... c'est un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Gibier, qui va sortir cette année, qui est un film de track, un survival, qui est un long métrage cinéma. Là, c'est une track dans la forêt. Je suis allé utiliser des instruments... qui étaient plutôt des percussions, des synthés, des cordes. Mais je vais faire un truc qui est tellement, pas bizarre, mais qui va avec les trucs bizarres du film qui font que le film est le film. J'ai du mal à dire... je les ai ramenés à ma patte. Par contre, j'ai plutôt l'impression que j'ai trouvé ma sensibilité que j'ai exprimée dans la palette qui correspondait au film. Finalement, trop ce que j'allais te dire. Tu vois, parce c'est que ça, pour le coup, en effet, toi, tu as fait là les derniers films, je les ai pas mal écoutés, et ça, en effet, c'est large, c'est des musiques très différentes, mais c'est beau comme du Benjamin Grossman à chaque fois. Donc il y a une patte, donc c'est la sensibilité qu'on ressent. Il va y avoir un moment où tu vas avoir une mélodie alors que le film n'est pas un film de mélodie. Tu fais, mec, là c'est toi. Et en fait, tous tes projets, à un moment, on retrouve ta sensibilité mélodique et finalement, c'est ça qui va relier des projets différents et qui font que, regarde, quand on l'appelle, il peut faire ça et en plus, on trouve la sensibilité. C'est fou. À la fin, c'est quand même la même personne. C'est beaucoup plus facile que ce soit toi qui parle de mon style. Ouais, non, mais c'est en fait, à la fin, on a tous... les compositeurs, les compositrices, on a les mêmes outils, les mêmes moyens et nous sommes quand même très nombreux à être talentueux, tu vois, donc à bien savoir faire ce métier. Donc la seule différence entre chacun, c'est que c'est nous, c'est notre unicité, c'est notre intériorité, c'est notre sensibilité. Donc elle va forcément transparaître à un moment ou un autre. Et tant qu'elle transparaît pas, bosse encore. Et de toute façon, on n'arrête jamais de bosser. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tant qu'on ne te reconnaît pas un peu, ou qu'on ne peut pas se dire, oui, tiens, c'est la même personne, vas-y, travaille encore. Ta question, c'était pourquoi le réal vient te chercher. Tu vois, c'est ça que tu as posé comme question. Est-ce que le réal vient te chercher pour ta musique? Qu'est-ce que tu fais? Comment un réal vient te chercher? Et alors, en fait, t'as la fausse réponse qui serait oui, il a entendu ma musique, il a adoré mon univers, ma sensibilité, c'était un grand moment de rencontre entre deux êtres humains. La vérité, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment, à la même soirée, c'était cool, on a bu des coups, on s'est bien entendu, et on s'est dit, vas-y, ce serait sympa que je fasse ta musique. Bah ouais, vas-y, fais ta musique. Ouais, oui, je te prends, tu fais ma musique. Et puis, par contre, derrière, faut avoir un peu d'XP, un petit CV, et il faut que, quand on te prend, il faut que tu saches délivrer. Oui. Mais c'est quand même 99% du temps, parce qu'on s'est rencontrés à un endroit au bon moment. Les contacts, c'est hyper important. Hein. Une fois que tu as fait Monte Cristo, c'est plus cool. Ouais, c'est sûr. Je te jure. Saint-Jérôme Rebotier. Je vais faire un autre truc qui s'appelait le Comte de Monte Cristo. Je vais te le donner, que tu vas pouvoir dire. Ça a l'air d'être hyper important pour toi. Donc, comment vous faites pour être tout le temps innovant comme ça? Est-ce que vous n'avez pas le syndrome de la page blanche parfois? Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas d'où viennent les idées. J'ai aucune théorie sur comment on écrit des idées. Donc, c'est vraiment le côté autodidacte. Et quand je dis que c'est l'image qui inspire, je mets de l'image, j'ai des idées. Tant que ça marche comme ça, je peux continuer à faire mon métier. Le jour où ça ne marche pas comme ça, où il n'y a pas d'idée, je suis dans une merde noire. Donc, jusque-là, il n'y a pas eu de page blanche. Mais si un jour, il y a une page blanche, je ne sais pas ce que je fais. Donc, c'est vraiment là, moi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est la grand-mère. Je n'ai pas théorisé le truc du tout. C'est pur instinct, pur autodidacte, purement... Il y a un truc qui est, je ne sais pas d'où ça vient et ça me donne des idées. D'accord.
Ok. Alors du coup... Et toi, mec, ça va être tellement l'opposé. Ah non, mais je suis vraiment, moi, toujours un énorme mélange d'une grosse sensibilité et complètement analytique et hyper théorisé. Donc là, je vais te sortir un tableau Excel de comment ça marche dans mon cerveau. C'est purement personnel. À chaque fois que j'ai une idée, je m'interdis de juger ce que je fais pendant vraiment hyper longtemps. Ça veut dire que vraiment, quand je vais être face à l'image ou face à rien, parce que du coup, parfois, je bosse sur les scénarios, en fait, je vais faire des choses. Et c'est pas que j'écoute pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire, aller développer la maquette, refaire écouter, repasser. Je vais passer beaucoup de fois jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes mes nouvelles idées, parce que ça rebondit beaucoup dans ma tête quand j'écoute une musique. J'ai tout le temps, dès que je fais play, j'ai un nouveau truc, je vais faire. Et surtout, j'ai appris à me discipliner là-dessus, à ne pas juger, parce qu'il y a un délai énorme entre le moment où ça sonne bien dans ta tête et le moment où quand tu fais play ça sonne bien. Faut l'accepter, ça dure, parfois ça arrive même genre que quand on a le son du film, c'est-à-dire que parfois on va avoir une super bonne idée, on a le film, Baptiste aussi tout le temps il a ça, il reçoit des films avec le son il est pété, il y a rien, parce que documentaire, il y a même pas encore les sons qui sont dans le film, on va mettre de la musique parce qu'on pense que c'est ça et que ça, franchement ça va marcher, mais en vrai quand on va arriver au mixage, qu'il y aura tout le montage son, qu'il y aura tout qui aura bien été polissé, qu'on va enfin en comprendre ce que disent les gens, que la voix elle aura bien été enregistrée, tout d'un coup ça marche. Donc en fait il faut une énorme confiance en soi, en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est de se dire je suis pas là par hasard, on m'a pas choisi complètement au pif, j'ai les skills pour faire ce truc, donc en fait je vais aller au bout de mon idée, je donne sa chance au produit, et quand vraiment j'ai épuisé le truc, là je vais me juger et là je vais être capable de dire ok, page blanche ou pas page blanche, j'ai fait quelque chose, je suis allé au bout de mon idée et maintenant je vais juger. Mais c'est vraiment ce truc d'accepter que quand il y a du vide, faut pas genre faire 3 trucs et se dire non en fait faut y aller, c'est vraiment ça, c'est ma philosophie. Après le comment, effectivement là pour le coup je trouve que c'est vraiment un énorme mélange d'impro et d'instinct, parce que même quand on a étudié et d'inspiration, oui parce que mais on t'apprend pas, tu sais, c'est un truc de dingue. Tu disais moi je suis autodidacte, je sais pas écrire, du coup je connais pas la technique. C'est hyper intéressant parce que moi ayant le parcours inverse, et ben en fait même en étant allé très 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 loin dans les cours d'harmonie, d'écriture, de contrepoint, on t'apprend à écrire dans le style de Brahms, de Mozart, de Chopin, de tout le monde. On peut pas t'apprendre à écrire une mélodie. Ça n'existe pas. Tu peux apprendre à écrire un joli enchaînement harmonique. Tu peux apprendre comment fonctionnent les formules de piano. Évidemment, tu peux voir que telle façon d'écrire de Chopin dans les valses, ça ressemble au bel canto italien, donc tu peux imiter un peu, etc. Mais de qu'est-ce qui fait qu'une mélodie est une belle mélodie, et d'apprendre à quelqu'un, genre, tu vas faire une note, plus tu vas monter, plus tu vas descendre. En fait, là... on est dans... moi, c'est ChatGPT, je lui demande à tout. Mec... c'est quoi une belle mélodie, quoi? Fais-moi une belle mélodie. Fais-moi une belle mélodie que personne n'a jamais utilisée. Et... Donc, c'est, le comment, c'est assez mystérieux, mais je trouve que faut vraiment avoir confiance en soi, parce qu'en fait, sinon, effectivement, toutes les 3 secondes, on se dit c'est nul, quoi. Ça marche pas, quoi. En fait, c'est ça que tu viens de dire. Faut avoir confiance en soi, faut croire en soi, et il faut partir gagnant. Ouais, il y a que ça qui marche. Parce que si t'as peur, t'as pas d'idée. Donc, faut te dire, je vais trouver. En fait, la page blanche, elle existe que si t'as peur. Si t'as pas peur, c'est ton métier, t'es là pour ça. T'as décidé de faire de la musique et de faire de ta vie la musique. Donc c'est parce que t'as des idées. C'est parce que t'as des idées, c'est parce que ça vient et que t'as pas peur d'aller les chercher ou qu'elles viennent. Et puis après, comment? Il y a personne qui est capable de te répondre comment viennent les idées. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Les différentes inspirations de la vie, j'imagine. Forcément, ça influe. Ouais, mais c'est vachement... Ça vient vachement... Enfin, je pense que c'est vraiment un truc d'une intériorité folle. La mélodie où on part de rien, tu vois. Après, voilà, moi je suis pianiste, tu me mets sur un piano. De base, en général, je fais un accord de do majeur ou de la mineure, c'est ma base de tout. Et puis, parce que c'est vraiment... C'est comme le guitariste, il va faire un mi. Bon, c'est dommage, parce que t'aurais fait ré mineur, t'aurais rencontré un mineur, j'aurais été rencontré en Zimmer. Lui, il est monté. C'est intéressant que tu dis ça, parce que tu parles d'accords ou de gamme. Quand tu parlais de palette sonore, est-ce que c'est aussi quand tu as une gamme spécifique qui revient ou des accords qui reviennent? Parle des Fossoyeurs, je t'en supplie. Parle des Fossoyeurs. Ah ouais. Excellente anecdote. Alors, c'est quand même souvent mineur dans la musique de film, parce que le majeur, il est réservé à des cas très particuliers. Il a le droit de
passer entre deux mineurs, mais c'est quand même la musique à l'image, c'est rarement un fond très joyeux. Et je me rends compte que quand même très souvent mes musiques elles font dominante, tierce du dessous, dominante, tierce du dessous, quinte en bas. Tu vois, voilà, quand même, ça revient souvent, tu vois. Et après, ce que tu me disais, une BO qui va sortir bientôt, le réal m'a dit, bon, ok, alors moi, je veux que ce soit essentiellement fait avec un Rhodes, très bien. Okay. Je veux que ce soit en modal, ok, en modal, et je veux qu'il y ait pas de mélodie. Ok. Et là, il va falloir que tu composes ta BO avec ces règles-là. Alors déjà, maintenant je peux le dire, la BO elle est faite. Je suis allé sur YouTube, j'ai fait c'est quoi modal parce que je n'avais pas étudié le modal aussi, mais j'étais trop petit, je m'en souviens plus. Donc tu regardes un mec qui fait ouais le modal c'est comme ça, non, tu te mets sur un ré, puis tu fais ouais c'est cool. Donc hop t'apprends un truc. Et ben en fait avec toutes ces contraintes, franchement c'est peut-être une de mes plus belles BO. Et elle me ressemble. Donc, mais qu'est-ce que tu vas retrouver quand même pas mal, c'est que la mineure. Dominante, tire du dessous. Donc ouais, si dans la façon d'arranger, je pense que c'est là aussi où on a parfois un peu notre unicité. Tu vois, moi j'ai pas beaucoup de connaissances, donc je vais assez vite vers les mêmes marches harmoniques. Mais par contre, comme il faut que ça soit différent à chaque film, bah, autour de ces petites connaissances, putain, tu bosses. Je cherche comment ça peut être différent. Donc la base est la même et je cherche comment ça peut être différent. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir compositeur de musique à l'image ? C'est quand même un milieu qui est assez fermé. Comment rentrer ? Bon ? Non, c'est clair. Enfin, je crois, il me semble que c'est un milieu qui est quand même par contact, etc. Comment se lancer là-dedans ? Je suis vraiment au début de ma carrière, donc je donne plutôt des pistes de réflexion. Mais c'est très, très différent d'être compositeur et d'être compositeur de musique de film. Donc, avant de se projeter, de se faire des fantasmes de « je veux faire de la musique de film », mon premier conseil, ça serait « fais de la musique de film ». Prends des films d'étudiants, va faire des sorties de fac, va à la Fémis, va sur Kickstarter, va sur Ulule, prends des projets autoproduits avec 2,50 € et tu vas t'entraîner. Et là, tu vas voir ce que c'est que de refaire 5 fois la même musique, de l'acheter finalement à la poubelle parce que finalement on a changé d'avis, de voir comment on se place personnellement vis-à-vis du fait d'être complètement un serviteur, ce que moi je ressens et ce que j'adore. Je suis complètement, moi, vraiment juste là pour faire que le film soit mieux. Et ma musique, elle aide que à ça, elle aide pas à ce que moi je sois un meilleur compositeur, quoi, en fait. Donc du coup, de faire vraiment la différence entre j'ai envie de faire de la musique de film et qu'est-ce que c'est vraiment faire de la musique de film. Donc c'est le premier conseil. Et deuxième conseil, ça c'est vraiment un truc, pareil, erreur que j'ai faite pendant très longtemps, que je conseille du coup de pas faire comme moi, parce que moi j'ai perdu quand même vraiment 5-6 ans, c'est que plutôt de vouloir faire des morceaux parfaits et de faire le truc parfait, la musique la plus stylée, d'écrire une symphonie ou je sais pas quoi, finir des morceaux, faire un morceau, bosser, finir un morceau, faire un autre truc, épuiser une idée, faire des morceaux, parce que c'est vraiment de l'artisanat. Et de savoir faire de la musique rapidement pour quelqu'un plusieurs fois avec des notes, des retours, machin, faut connaître tout. C'est-à-dire qu'il faut connaître son logiciel par cœur, faut connaître ses sons, faut pas mettre 3 heures à chercher un truc, etc. Donc c'est de pas être dans le truc du perfectionniste qui a 15 000 projets ouverts, 15 000 idées pas terminées de 40 secondes, mais plutôt de finir des morceaux. Franchement, voilà, c'est mes deux conseils. Mettre les mains dedans pour voir si on aime ça et pratiquer. Si tu sens que tu veux être compositeur de musique de film, vas-y, n'aie pas peur, fais-le. Il y a des formations, il y a plein de choses, mais faut que tu aies quelque chose, mais il faut y aller. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Benjamin, et vraiment, par contre, il faut en faire beaucoup, parce qu'à chaque film, on s'améliore. Et je veux dire, vraiment, hein, c'est à chaque fois. Et je crois que c'est je veux dire, la courbe d'apprentissage, elle est droite, quoi. Elle n'est pas logarithmique, elle n'est pas exponentielle. C'est à chaque fois, c'est mieux. À chaque fois, tu as appris un peu plus. Donc, il faut en faire beaucoup. Donc, bien sûr, plein de petits projets, plein de courts-métrages. Faire ses BO moyennes sur des projets moyens. Parce que quand tu as le droit à un beau projet et que tu fais une BO moyenne, derrière, c'est un peu compliqué. On te rappelle moins. C'est vraiment faut beaucoup travailler. Il faut croire en soi. Faut faire du réseautage à mort. Faut sortir. Faut rencontrer les gens. Et alors, ça, la question, comment on rencontre les gens ? J'en sais rien. Mais il y a un moment, à force de vouloir les rencontrer, tu les rencontres. C'est bosser et rencontrer les gens. Et croire en soi, parce que c'est bateau, mais si tu te dis, ouais, je crois que je suis pas vraiment compo, tu seras pas vraiment compo. Ah, et
ne pas trop se disperser. C'est-à-dire, si tu dis que tu es compositeur de musique de film, fais que ça. Parce que là, moi, j'ai eu un métier avant d'être que compositeur, j'étais ingénieur du son. Et je trouve que ça m'a ralenti. Parce que je faisais vraiment les deux métiers en parallèle et que les gens ne te voient pas en France. Si tu es compositeur, tu peux pas faire vraiment autre chose. T'es compositeur et t'es prof d'un instrument, ça passe, mais quand même, c'est pas ouf. Donc, quand tu décides d'être compositeur ou compositrice, bien sûr, tu fais que ça. Ou en tout cas, tu dis que tu fais que ça. D'accord. Mais même fais que ça. T'avances plus vite, tu vas plus loin, ça marche mieux. Là, pour le coup, c'est pareil, je trouve ça très important quand on veut faire un métier artistique d'avoir une sécurité financière pour pas être stressé de gagner sa vie par la musique. C'est-à-dire que gagner sa vie par la musique, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Tous les jours, je me dis, mais c'est extraordinaire, j'ai une chance inouïe. C'est un miracle. Ok, on n'est pas beaucoup à y arriver et donc là, ça marche. Un jour, ça marchera pas. J'en sais rien. J'espère que ça marchera le plus longtemps possible. Mais en tout cas, étant donné le caractère aléatoire et complètement événementiel de chaque revenu, je serais plutôt dans un autre point de vue de se dire c'est bien d'avoir quelque chose de soit complètement alimentaire, soit connecté avec la musique, on s'en fout, mais quelque chose qui fait qu'on a un revenu minimum qui fait qu'on peut se donner à fond dans la musique sans chercher les revenus, parce que c'est très dur d'être très créatif, d'être très bon quand on crève la dalle. C'est-à-dire que si on est là en train de faire un projet qui est payé 100 € et qu'on bosse 6 mois dessus, on a envie de se tirer une balle, alors que si on gagne quelques sous à côté, effectivement, que ce soit des trucs plus techniques, que ce soit être prof, il y a 1 million de façons maintenant avec tout ce qu'on a à disposition, on peut se faire des revenus facilement. Après, je rejoins Baptiste, l'image, c'est hyper important d'être clair sur quoi on communique, mais moi, je trouve ça vraiment important, surtout quand on commence, d'avoir quelque chose qui fait que quand on est en train de faire de la musique, on pense pas à comment je vais remplir mon frigo, quoi. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'avoir été présents avec nous. De rien. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par LDI et ImProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.